Salut à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Aujourd'hui, nous allons tester la nouvelle console de rétro-émulation de nos amis chinois, la RK2020, qui est en fait un clone de la Odroid Go Advance. Le gros avantage de cette machine, c'est qu'en dépit de son petit prix, elle tourne entre 50 et 60 € de mémoire, elle est capable d'émuler des consoles allant jusqu'à la Dreamcast. Alors, est-ce qu'on tient là la console de rétro-émulation chinoise qui offrirait le meilleur rapport performance-prix? C'est parti pour le test. Allez, c'est parti pour le déboîtage donc, de la RK2020. Donc, je disais que c'était un clone de l'Odroid Go Advance. Comprenez par là que l'Odroid Go Advance étant un projet open source, rien n'empêchait un fabricant tiers de faire sa propre version plus cheap, en reprenant les mêmes composants, le même software, etc. Sur le plan légal, il n'y a pas de problème. C'est plutôt sur le plan moral qu'évidemment on peut se poser quelques questions. Donc, à vous de voir si votre conscience sera plus ou moins forte que votre portefeuille. Voilà, donc l'emballage un peu tristoun, on a l'impression que c'est tout droit sorti du film Tron. Ça manque un petit peu de fantaisie et de couleur pour une console de jeu, mais en tout cas, l'aspect années 80 est bien là, donc pour une console qui permet de jouer à des jeux rétro, il y a une certaine cohérence quand même. Mais bon, c'est un peu trop bleu tout ça. Alors, sur le côté, on nous explique qu'on peut jouer aux jeux rétro, que l'écran est IPS, qu'il y a un haut-parleur intégré et une prise pour brancher les casques, qu'on peut régler la luminosité et le volume. Alors, on y reviendra sur ça, hein, on dira un petit mot là-dessus. Et puis, il y a une batterie rechargeable de 2600 mAh. Pas énorme d'ailleurs comme batterie, hein. Elle a l'air grosse comme ça quand on regarde le produit, mais je trouve que l'autonomie du produit n'est pas exceptionnelle. Je dirais entre 3 et 5 heures selon les émulateurs, peut-être même moins si vous lancez des très très gros émus. La notice, c'est vraiment littéralement une feuille de papier A4 pliée en 8, avec d'un côté les instructions en anglais, ici, et de l'autre les instructions en chinois. Pas terrible les instructions d'ailleurs, puisque l'explication ici pour rajouter des jeux est vraiment pas claire, et moi personnellement, j'ai pas réussi à faire comme eux indiquent. J'ai utilisé une autre méthode qui est personnellement, je trouve, plus simple, et qui n'est pas expliquée malheureusement dans la notice. Donc la console dans un petit sachet avec une manette arcade dessinée dessus. On avait déjà vu ça, il me semble, sur une précédente console chinoise. Petite cale de mousse et de carton. Et ensuite du papier bulle à l'intérieur duquel il y a un dongle pour mettre la carte micro SD de la console sur votre PC. Ce qui n'est pas très utile puisque ce sont des sessions Linux, donc votre PC normalement ne sera pas capable de les lire, à moins que vous ayez un PC sous Linux évidemment. Un câble de recharge et de connexion au PC qui est en USB type C, ça c'est plutôt cool. On aurait pu craindre à ce prix-là d'avoir du micro USB, mais ça n'est pas le cas. Et puis il y a un petit capuchon en caoutchouc pour mettre sur le stick si on le souhaite. Ça c'est un petit bonus sympa je trouve. La console est disponible dans plusieurs coloris, et moi, ils m'ont envoyé le coloris violet translucide, qui n'est pas sans rappeler évidemment les premières Game Boy Color qui étaient disponibles dans cette couleur-là. C'est joli, c'est fort joli, le plastique est plutôt quali, la console est plutôt rigide, ça craque pas ou ça ne grince pas désagréablement sous les mains, donc ça c'est plutôt cool. Les boutons ont l'air d'être plutôt de bonne qualité, pareil, ils font pas de bruit louche ou de grincement, ils font pas de bruit de claquement ou de choses comme ça. Le stick analogique est un vrai stick analogique, c'est pas juste un circle pad qui coulisse, c'est vraiment un stick qui se penche. Il glisse un peu parce qu'il est en plastique dur, mais comme on a un capuchon en caoutchouc fourni, il n'y a pas de problème. La disposition des touches est une disposition des touches à la Super Nintendo, c'est-à-dire avec le A à droite ainsi que le X. Sur les consoles de chez Microsoft, par exemple, c'est l'inverse. Select et Start, bien sûr, ici en bas, le bouton Power. On a L2 et R2 en plus des boutons L et R, donc pas de problème pour des jeux Dreamcast ou PlayStation 1. Ici, le bouton Power, ici, la fameuse prise jack, la prise USB type C et une prise USB full size. Alors moi, c'est comme ça que j'ai injecté des jeux supplémentaires dans la console. On peut prendre des jeux, lancer un petit script sur la machine, et les jeux qui sont sur la clé USB sont injectés dans la machine. C'est beaucoup plus simple que de passer par des sessions Linux ou je sais pas quoi. Ici en bas, on peut mettre donc la fameuse micro SD qui contient tous les jeux. C'est une 32 Go qui est préinstallée dans celle-ci. Et ici, un bouton qui est certainement le bouton Reset, puisque la notice n'explique pas vraiment à quoi il sert. Et le haut-parleur mono donc. Et c'est tout. On n'a pas de sortie HDMI ou de choses comme ça sur ce produit. Donc on va tout de suite le mettre sous tension et commencer à jouer des petits jeux. C'est parti. Cette console tourne sous le logiciel EmuElec, qui est en fait une version de émulation station prévue pour fonctionner sous un noyau Android allégé.
Donc en fait, c'est Android, mais sans le système d'exploitation, juste le noyau d'exécution des fichiers. Ce sont des émulateurs Android et vous avez l'interface de émulation station. Interface qui est très jolie et très fluide, et du coup vous aurez les performances de l'émulation qu'on a habituellement sous Android. Des émulateurs Android étant en général pas trop mal optimisés. Donc c'est pas mal, et l'écran IPS en plus du produit est plutôt de bonne qualité. Le seul truc que j'ai retrouvé à redire sur cet écran, c'est que j'ai vu que quelques petites poussières parvenaient à se glisser sous la dalle de protection, et ça, bah voilà, c'est là qu'on voit qu'on est sur un clone chinois et pas sur un produit original d'une qualité un peu meilleure. Là encore, hein, c'est vous qui verrez si l'économie que vous faites mérite ces quelques petites concessions. Bon, bah on va lancer un émulateur, on va peut-être directement passer à de la 16 bits, on va peut-être lancer de la Super Nintendo, puis après on tapera dans les consoles un petit peu plus compliquées comme, bah, je sais pas moi, la N64 ou la Dreamcast. Alors, la Super Nintendo, on va jouer à un jeu qui utilise du mode 7, hein, parce que ça va nous permettre comme ça de vraiment bien tester le produit, mais je me fais pas de soucis, hein, les émulateurs du Super Nintendo sous Android sont hyper fluides et optimisés depuis belle lurette, donc on ne devrait pas avoir le moindre problème. Voyons voir un petit peu comment on rend ce mode 7. Oh, superbe, hein. On est en 60 fps constant là, c'est clair et net. L'écran est vraiment très joli, hein, le rendu des couleurs est très propre dessus. Voilà, aucun ralentissement, c'est impeccable. Bon, fallait se douter hein, que de telles machines n'allaient pas poser de problème à un tel produit. Donc maintenant, eh ben, on va passer à des choses un petit peu plus sérieuses. Alors, sur la N64, j'attaque avec un jeu qui est assez bien optimisé en général sur les émulateurs, c'est-à-dire Super Mario 64. Ils ont mis la version avec le moteur de vibration, c'est pas mal parce qu'il y a un moteur de vibration dans cette console, donc c'est un bon choix. Les textes seront en japonais, mais bon, c'est pas vraiment très grave. L'autre avantage de tester la N64, c'est qu'on va tester par la même occasion le fameux stick analogique. Alors on va pouvoir aussi tester tout de suite la fluidité parce que l'intro de ce jeu est fait avec le moteur du jeu. C'est pas d'une fluidité extraordinaire, hein. Je sens quand même que ça drop pas mal de frames, mais le son est propre et il n'y a pas l'air d'y avoir de ralentissement, juste des frames qui drop un peu. C'est pas dramatique. Si le jeu se joue aussi bien que l'intro, ça ira très bien. Ok, ça va. Hein. Franchement, ça va bien. Hein. Là, pour le moment, pas de problème. Alors, le stick. Ça va, je peux faire varier la vitesse de Mario. C'est plutôt précis. C'est pas mal. Hein. Alors, c'est quel bouton pour... Je sais pas. Ça doit être celui-là. Ils ont dû mettre le bouton Z ici, je pense. Ouais, pas top. Enfin bon, après, on peut changer les touches dans les émulateurs, hein, mais... En tout cas, c'est parfaitement jouable. Donc maintenant, je vais lancer un jeu N64 plus compliqué à émuler et on va voir comment ça se passe. Allez, The Legend of Zelda Majora's Mask, c'est un jeu qui nécessite l'expansion pack et qui est beaucoup plus compliqué à émuler, et bah ça se ressent, hein. Comme vous pouvez le voir, il y a masse de ralentissement, et c'est pas très agréable de jouer à ce jeu-là. Je m'y attendais un petit peu, hein, quand j'ai vu les perfs de Mario 64. Bon, on va pas juger le produit trop vite, hein. La N64, c'est une vraie chierie à émuler, parce que le processeur Silicon Graphics qu'avait utilisé Nintendo est un truc qui était vraiment très mal documenté à l'époque. Donc pour les gens qui développent des émulateurs pour la N64, on joue beaucoup à la devinette. Bon, ça va, hein, ça reste quand même dans le domaine du jouable. Hein. Si vous avez envie de faire Majora's Mask sur cette machine, ce sera possible. Mais vous allez avoir pas mal de petits ralentissements, de petits bugs sonores ou de choses comme ça, vous voyez. Hop, ça accroche un peu, mais ça reste globalement jouable. Allons-y pour la Dreamcast. Alors, vous remarquerez certainement que le son gueule pas mal. C'est moi qui joue, là, hein, je contrôle avec le stick. Le son gueule pas mal, et alors, un problème que j'ai, c'est que pour baisser le son, il faut aller dans l'interface système de la console. Il n'y a pas de bouton sur le produit en lui-même pour régler le volume sonore.
Alors ça, c'est vraiment un truc qu'il faudrait changer, les mecs. Hein. Je veux dire, c'est comme si je pouvais pas changer le son de la télé pendant que je suis en train de regarder une chaîne, que je suis obligé de mettre la télé en veille et de changer le son et de la rallumer ensuite. C'est un petit peu merdeux. Même chose pour la luminosité et contraste de l'écran. Donc voilà, il y a des petites choses à revoir en termes d'interface hardware. Un petit bouton pour régler le volume aurait été sympa. Mais par contre, la Dreamcast, comme vous pouvez le constater, est parfaitement fluide. Mieux que la N64. Donc voilà, hein, c'était bien un problème d'optimisation software sur l'émulation N64. Donc pour la Dreamcast, rien à dire. C'est fluide. Il n'y a pas de bug son, enfin très peu en tout cas. On est presque en 60 FPS constant, c'est très impressionnant pour un produit vendu ce prix-là. Allez, on va terminer ce round-up des émulateurs sur cette machine avec l'émulateur, à mon avis, qui nécessite le plus de puissance de tous, la PSP. Et là, vous voyez, je joue à un jeu PSP en 3D et ça passe plutôt pas mal, encore une fois. Hein. Ça, c'est vraiment très agréable. Il y a quelques drops de framerate. Encore une fois, le son parfois accroche un peu, mais c'est vraiment minime. Et l'expérience utilisateur est vraiment très très bonne. Alors, je connais pas du tout ce jeu, je sais pas du tout ce qu'il faut faire, mais c'est pas grave, on se balade dans un monde en 3D. Ça permet amplement de jauger des performances de l'émulation. Et elles sont franchement pas mal du tout. Bien, j'en arrive à la conclusion de cette vidéo, je vais vous donner mon avis sur ce produit. Au prix auquel est vendu ce produit, c'est assez impressionnant de voir à quel point il fait tourner masse d'émulateurs et de ROM sans le moindre souci. Il y a encore quelques petits accros avec la N64, mais ça c'est le cas de presque tous les émulateurs N64 sur Android. Même quand on a un téléphone dernier cri, il y a des jeux qui passent pas top. C'est logiciel, ça sera peut-être amélioré avec de futures versions de l'émulateur N64, mais maintenant, au moment où je fais cette vidéo, le seul moyen de jouer à la N64 fluide, c'est d'avoir un très bon PC de toute façon, avec les tout derniers émulateurs pour Windows. Donc on n'en est pas encore là avec la RK2020, mais on peut néanmoins jouer à la N64 dans des conditions très correctes, et à toutes les autres consoles jusqu'à la PSP incluse, dans un rendu quasi nickel. Hein. Enfin, il y a quelques petits drops de framerate par-ci par-là, mais la Dreamcast et la PSP passent très très bien sur ce produit. Donc si vous pouvez vous regarder dans un miroir après avoir acheté un clone chinois d'une Odroid Go Advance, et si c'est votre portefeuille qui parle et personne ne vous jugera en cette dure période de crise sanitaire, je pense que cette RK2020 est un bon petit achat. Même si elle a des petits soucis d'assemblage que n'a pas la Odroid Go Advance, compte tenu du prix auquel elle est vendue, je pense qu'on ne peut pas être trop difficile. C'est un bon rapport perf-prix. C'est ça qu'il faut retenir de ce produit. Et bien voilà, c'était le test de la RK2020 qui est un clone d'une console qui avait fait ses preuves. Donc comme souvent avec les clones, oui, les performances sont au rendez-vous. Pour ce qui est de la qualité de fabrication, il vaudrait peut-être mieux mettre un peu plus cher et vous acheter évidemment l'original. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!